Quelle est la signification symbolique du fait de placer des têtes de cochon devant des mosquées? La signification à la fois politique, symbolique et pratique me semble très claire. Il s'agit évidemment, quels que soient les auteurs d'ailleurs, d'un acte islamophobe qui a fait réagir assurément, mais il faut comprendre que cet acte s'inscrit dans un contexte, dans un climat marqué en France depuis longtemps par des déclarations d'un certain nombre de responsables politiques très hostiles à l'islam et aux musulmans qui vivent en France, qu'ils soient français ou étrangers. Oui, alors il faut distinguer les actes parce que relativement effectivement à ce qu'il s'est passé, il semblerait, je dis bien que c'est au conditionnel, que cet acte islamophobe n'ait pas été commis par des personnes résidentes en France, mais sur le fond, peu importe. Cela s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large et importante. Je rappelle qu'une enquête menée par un institut de sondage français, l'IFOP, atteste et objective la montée très importante des actes islamophobes en France, qui ont été commis par des citoyens français, et encore une fois, qui dans certains cas ont débouché sur des catastrophes, sur des meurtres, ce qui témoigne en effet de la montée importante, significative, et d'autant plus importante et significative qu'elle n'est pas véritablement combattue par les pouvoirs publics de l'islamophobie telle qu'elle existe effectivement en France depuis longtemps maintenant. Il y a, me semble-t-il, un double discours. D'un côté, l'affirmation passablement convenue que la République protège toutes celles et tous ceux qui vivent en France, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses, et de l'autre, un certain nombre de personnalités politiques, de membres de gouvernement, et pas simplement du côté des extrêmes droites, mais également du côté de ce que j'appelle, avec d'autres, l'extrême droitisation de partis de gouvernement, et je pense en particulier aux Républicains, et bien sûr à celui qui a été et qui est encore ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui l'ensemble tient effectivement des discours qui sont très régulièrement hostiles aux musulmans, sous couvert de dénonciation de l'islamisme politique, mais il n'est pas besoin d'être très grand clair pour comprendre que au-delà de cela, c'est bien l'ensemble de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté musulmane en France qui est visée. Et j'en veux pour preuve notamment une disposition législative que l'on doit à un autre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la loi relative à la lutte contre le séparatisme, qui, d'une certaine façon, d'une façon certaine, objective le fait que certains en France, en raison des caractéristiques religieuses qui leur sont imputées, de la religion qui leur est également imputée, sont supposés faire peser sur la France des menaces perçues et présentées surtout comme quasi existentielle, puisque la menace de séparatisme est évidemment pensée par les élites politiques comme extrêmement grave pour l'unité de la République. Alors, la catégorie du séparatisme est une incrimination politico-juridique inventée par Gérald Darmanin, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, qui, me semble-t-il, constitue une aggravation des incriminations portées contre ce qu'il est convenu d'appeler la communauté musulmane, qui était antérieurement accusée de communautarisme et qui est maintenant accusé de séparatisme. Et de ce point de vue-là, il est clair que l'incrimination est beaucoup plus grave, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de désigner très rapidement, et pour le dire en ces termes, le regroupement des musulmans ou supposés tels dans un certain nombre de quartiers. Là, il s'agit d'accréditer l'opinion selon laquelle un certain nombre de musulmans font, encore une fois, peser des menaces extrêmement graves sur l'unité de la République, sur ses valeurs, et d'où l'incrimination
effectivement de séparatisme dont il faut rappeler qu'elle a eu des conséquences immédiates, notamment avec la dissolution du CCIF et d'une autre association musulmane dont les objectifs étaient justement de recenser les actes islamophobes commis en France. Alors, contrairement à ce qui est devenu une sorte de vérité politique et médiatique que l'on doit à Caroline Fourest, l'opinion selon laquelle le terme islamophobie aurait été forgé par les mollahs iraniens à la suite de la victoire de la Révolution en 1979, ce qui passe pour une vérité politique et médiatique est en fait un mensonge par omission. La catégorie d'islamophobie est utilisée par les spécialistes de l'islam et des colonies dès le début du XXe siècle en France, et notamment par des spécialistes de l'islam et des colonies qui ne sont pas du tout hostiles à l'empire colonial et qui utilisent déjà le terme islamophobie pour caractériser la politique menée par la France, notamment en Afrique occidentale française, au motif que cette islamophobie risque, en raison de ses conséquences pratiques, de la stigmatisation des musulmans, des persécutions que cela légitime, risque de transformer effectivement ce qu'on appelle à l'époque les indigènes en véritables ennemis de la République. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de défenseurs de l'Empire estiment contre cette islamophobie politique qu'il faut adopter une autre orientation politique qui soit d'une certaine façon plus favorable aux musulmans ou en tout cas moins discriminatoire et moins stigmatisante à l'endroit des indigènes musulmans qui vivent dans l'Empire. Caroline Fourest se présente comme une chercheuse, ce qu'elle n'est pas. Elle est une essayiste qui prend beaucoup de liberté avec les règles déontologiques élémentaires de la recherche universitaire, et notamment dans ce qu'elle affirme être l'invention de l'islamophobie imputée aux mollahs iraniens. Elle omet de faire ce que tout chercheur et étudiant de M2 devrait faire, c'est-à-dire faire des recherches bibliographiques exhaustives qui lui auraient montré que, contrairement à ses prétentions et à ses affirmations péremptoires, encore une fois, la catégorie d'islamophobie est très ancienne et qu'on la voit immerger dans le champ académique français dès les premières années du XXe siècle. Elle dirige une revue et elle est au fond... Elle incarne avec d'autres une forme, du moins le prétend-elle, de défense de la République et de la laïcité, mais qui, relativement à la laïcité, est une défense passablement liberticide de la laïcité qui trahit sur le fond et sur la forme l'esprit et la lettre de la loi de 1905, dont il faut rappeler qu'elle est, au sens politique du terme, extrêmement libérale. Et ce n'est pas aujourd'hui l'interprétation dominante qui est faite de cette loi par une grande partie des élites politiques de ce pays et par une partie significative des élites, disons, intellectuelles de la France. Là, je vais vous arrêter tout de suite. Je n'ai pas suivi les déclarations de Caroline Fourest sur le sujet, donc je ne peux pas répondre à la question. Alors, tout d'abord, rappeler qu'effectivement, le concept, on le doit à des responsables politiques très important des débuts de la Troisième République, et que d'autre part, contrairement à ce qui est souvent avancé, l'islamophobie élitaire et savante surgit notamment sous la plume et dans le cadre des conférences prononcées par quelqu'un qui en France est pensé comme très important sur le plan intellectuel et politique. Je pense bien sûr à Ernest Renan,
dans un certain nombre d'écrits et de conférences qu'il prononce au Collège de France. Il est très important de préciser que Ernest Renan est professeur au Collège de France. Cela signifie que lorsqu'il réfléchit sur l'islam et sur les musulmans et qu'il prononce un certain nombre de conférences sur ces sujets, ce qu'il dit n'est pas perçu par lui ni par ses contemporains qui l'écoutent et qui prennent connaissance de ses écrits comme des opinions, mais cela est au contraire perçu comme l'expression de vérité scientifique. Et cela permet de comprendre que les conceptions extrêmement négatives défendues par Ernest Renan à l'endroit de l'islam ont eu des conséquences très importantes sur l'ensemble des sciences humaines parce que ses contemporains étaient convaincus que, justement, il exprimait la science et faisait part de découvertes scientifiques significatives relativement à l'islam, à son histoire et à sa présence contemporaine, notamment dans les colonies, mais pas uniquement. Il n'est pas perçu comme islamophobe. C'est moi qui considère qu'il est, pour le dire en ces termes, l'un des pères fondateurs de l'islamophobie savante. Pour aller à l'essentiel, au fond, Renan avance la thèse selon laquelle l'islam serait par essence une religion de guerre, la thèse selon laquelle l'islam serait également par essence hostile au libre usage de la raison, hostile au progrès scientifique et technique, et enfin, que pour toutes ces raisons, l'islam ferait peser des menaces extrêmement importantes sur l'Europe chrétienne, sur l'Occident, comme on dirait aujourd'hui, mais également que l'islam pourrait faire peser des menaces très importantes au sein de l'empire colonial français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au fond, ces représentations, qui sont plutôt des conceptions, en tout cas telles qu'elles sont pensées par Ernest Renan, ont prospéré au XXe siècle et que pour un certain nombre de ces représentations, elles sont aujourd'hui reprises par une partie des élites politiques et intellectuelles françaises. Alors, tout d'abord, rappeler que cette islamophobie savante a effectivement eu des conséquences très importantes sur l'ensemble des sciences humaines, en histoire, en géographie, en psychologie ethnique, en droit, puisque c'est en s'appuyant sur un certain nombre de conceptions et de caractéristiques imputées aux musulmans que les spécialistes du droit colonial vont justifier des discriminations, des dispositions discriminatoires à l'endroit des indigènes musulmans, comme on le dit à l'époque. Cette islamophobie au départ élitaire, et parce qu'elle est élitaire, va non pas seulement affecter les sciences humaines, mais avoir aussi des conséquences sur la littérature coloniale, avoir des conséquences sur les manuels scolaires, et va progressivement devenir une islamophobie populaire, et d'autant plus populaire que cette islamophobie, encore une fois, n'est pas perçue comme l'expression de préjugés, comme l'expression d'opinion, mais est lestée d'une très grande légitimité, notamment parce que c'est Ernest Renan qui en est à l'origine. Ah oui, il y a des rapports absolument évidents entre ce qu'il est convenu d'appeler l'orientalisme et l'islamophobie. Édouard Saïd a écrit des textes très importants sur le sujet. Mes propres recherches confirment et précisent dans certains cas les analyses d'Édouard Saïd, à qui je dois sur ce point-là beaucoup. Et cela se confirme notamment dans l'espace académique, savant, et littéraire français à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, pendant l'entre-deux-guerres. Et cela ressurgit à l'occasion d'un certain nombre d'événements significatifs qui ont lieu en Algérie ou plus généralement dans le Maghreb français, et je pense plus particulièrement en Algérie, à l'occasion d'un certain nombre d'insurrections, à l'occasion des manifestations du 8 mai 1945,
et également à l'occasion du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954, puisqu'un certain nombre de contemporains français vont analyser ces événements comme étant la preuve qu'effectivement les Arabes musulmans sont effectivement une source très importante de troubles, et de troubles en l'occurrence particulièrement graves pour la stabilité de l'Empire français en général et pour la stabilité des départements français d'Algérie en particulier. Alors assez rapidement, les principaux spécialistes de l'Algérie vont cesser effectivement de faire la distinction ou des distinctions significatives entre arabes et kabyles et utiliser le terme générique d'indigènes musulmans pour désigner l'ensemble des populations qui vivent dans les départements français d'Algérie. Alors c'est plutôt, j'ai pas spécifiquement travaillé sur les représentations picturales, même si un certain nombre de tableaux dits orientalistes, et orientalistes effectivement, mettent en scène au fond ce qu'on pourrait appeler des clichés sur l'indigène musulman. J'ai beaucoup plus travaillé sur ce qu'on appelle la littérature coloniale, dont il faut rappeler qu'elle est pendant l'entre-deux-guerres une littérature très populaire, dont les auteurs et les autrices publient parfois à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et cette littérature coloniale a joué un rôle très important dans la diffusion d'une part de l'islamophobie savante, mais aussi de représentations racistes à l'endroit des indigènes musulmans. Alors non, rappelez que ce qu'il est convenu d'appeler, ou ce qu'on peut appeler l'islamophobie populaire, sous la Troisième République, n'est pas diffusé par des hommes et des femmes qui se pensent à l'extrême droite, exactement à l'inverse, mais par des hommes et des femmes qui appartiennent aux élites politiques de la République, qui sont des républicains et qui, tout en étant des républicains, sont d'une part convaincus de la hiérarchisation du genre humain et donc partagent des conceptions racistes du genre humain et sont également, pour l'essentiel d'entre eux, convaincus, encore une fois, que l'islam fait des musulmans ce qu'on appelle ou ce qu'il faut appeler des barbares, c'est-à-dire des hommes qui, en raison des caractéristiques ethno-raciales qui leur sont imputées et des caractéristiques religieuses qui leur sont imputées, font peser des menaces extrêmement graves sur l'ordre colonial et aussi après sur l'ordre métropolitain lorsque ces Arabes musulmans sont présents sur le territoire métropolitain en raison de l'immigration. La Troisième République, c'est celle qui s'établit sur les décombres du Second Empire, sur les décombres de la Commune de Paris après l'écrasement de la Commune de Paris et une guerre civile particulièrement sanglante, 1870-71. Et la Troisième République est une république très longue qui est très importante dans l'histoire et la mythologie nationale républicaine française. Parce qu'on lui doit d'une part la loi sur la laïcité de 1905, qu'on lui doit l'adoption d'un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, qu'on lui doit bien sûr l'école laïque publique et obligatoire de Jules Ferry, mais rappelez aussi que c'est cette Troisième République qui, après la conférence de Berlin en 1885, va se lancer dans une course à l'Empire effrénée, et de cela les républicains sont très fiers, puisqu'en 1913, ils peuvent tirer le bilan de cette course à l'Empire et affirmer, à juste titre d'ailleurs, qu'ils ont réussi là où tous leurs prédécesseurs avaient échoué, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire de la France la seconde puissance impériale du monde, derrière la Grande-Bretagne. Il y a surtout beaucoup de musulmans dans l'ensemble des territoires colonisés par la France, bien sûr l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais aussi énormément de populations islamisées, notamment en Afrique occidentale française, qui est l'un des plus grands territoires de l'Empire français.
Alors, préciser tout d'abord que ces politiques musulmanes s'appuient tout d'abord sur les discours islamophobes savants qui constituent autant de légitimation, d'une part, des politiques publiques menées à l'encontre des musulmans, d'autre part, d'un certain nombre de dispositions racistes et discriminatoires, et je pense en particulier au Code de l'indigénat de 1865, dont la première version est une version, si je puis dire, algérienne, et qui est très importante parce que ce Code de l'indigénat algérien de 1875 va servir de matrice juridique et répressive pour la conception des autres codes de l'indigénat qui vont être appliqués en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale, à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, ces politiques publiques à la fois se légitiment de cette islamophobie savante et vont contribuer aussi à renforcer cette islamophobie par les mesures qui sont prises, dans la mesure où ces mesures accréditent et tentent à objectiver la thèse selon laquelle, effectivement, les musulmans sont une menace pour la stabilité de l'Empire. D'abord, je ne suis pas sûr que la catégorie de communauté internationale soit particulièrement pertinente parce que je ne crois pas qu'il y ait de communauté internationale, moins encore après l'arrivée et l'élection de Donald Trump à la présidence de la République, à la présidence des États-Unis, pardonnez-moi, mais qui était une république. Par ailleurs, rappelez, contrairement à ce qui est dit par, entre autres, un certain nombre de responsables politiques en France et d'intellectuels, que l'ONU a décidé, l'Organisation internationale, d'une journée internationale contre l'islamophobie, qui doit être effectivement une opportunité pour celles et ceux qui luttent contre tous les racismes et l'islamophobie en particulier, pour affirmer que l'islamophobie, effectivement, ne relève pas d'opinion, mais que l'islamophobie véhicule des représentations stigmatisantes, racisantes, infériorisantes, qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour celles et ceux qui sont visés en termes de discrimination, d'actes symboliques violents, mais aussi, bien sûr, aussi en termes de violence physique, voire de meurtre, à l'encontre de celles et ceux qui sont identifiés comme musulmans. Alors, le lien est direct sous la Troisième République, il est en partie direct sous la Quatrième, pareillement en partie sous la Cinquième République parce qu'on ne peut pas penser et comprendre un certain nombre de massacres qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie ou qui ont eu lieu en métropole, et je pense en particulier au massacre du 17 octobre 1961, indépendamment des représentations stigmatisantes des Arabes musulmans, pour employer les catégories de l'époque. Aujourd'hui, pour l'essentiel de ceux qui pérorent sur l'islam sans bien connaître cette religion, je pense qu'ils ignorent en partie aussi les thèses défendues par Renan. Seulement, le répertoire, au fond, argumentatif pour stigmatiser l'islam est un répertoire relativement limité, et donc ce n'est pas un hasard si on retrouve comme principaux thèmes mobilisés par les islamophobes contemporains ces opinions très classiques selon lesquelles l'islam est une religion de guerre, hostile au progrès des sciences et des techniques, hostile à l'émancipation féminine, qui sont des thèmes très classiques qui ont surgi, encore une fois, dans l'islamophobie élitaire et savante des débuts de la Troisième République et qui ont perduré longtemps après. Alors, c'est en fait un peu des deux. Du côté d'un certain nombre de, disons, penseurs, pour dire en ces termes, de l'extrême droite, il y a parfois des références tout à fait explicites, notamment aux textes de Renan ou à des textes islamophobes plus violents encore. Pour l'écrasante majorité du personnel politique français, qu'ils viennent de l'extrême droite, qu'ils soient d'extrême droite ou de partis de gouvernement radicalisés, c'est évidemment en partie lié
d'une part aux attentats du 11 septembre 2001, d'autre part effectivement aux séries d'attentats particulièrement meurtriers qui ont eu lieu en France, et plus anciennement encore, on a oublié cet événement, mais qui est un événement sur le plan géopolitique mondial pensé à l'époque comme catastrophique, qui est la victoire de la révolution islamiste en Iran en 1979, où à la suite de cette victoire, l'Occident, pour le dire en ces termes, perd un allié absolument fondamental en la personne du Shah d'Iran, dans la mesure où ce régime dictatorial, allié de l'Occident, permettait à l'Occident justement de contrôler les deux rives du Golfe arabo-persique, qui est évidemment un enjeu économique et pétrolier absolument fondamental, et qu'on a vu surgir en France dès les années 1983, notamment à la suite d'interventions du Premier ministre socialiste de l'époque, Pierre Mauroy, de toute une série de déclarations qui sont effectivement des déclarations islamophobes, déclarations faites à l'occasion des grèves de l'automobile menées par des ouvriers de cette automobile musulmans et qui ont été effectivement dénoncés par Pierre Mauroy, Premier ministre socialiste, comme s'inspirant de traditions qui n'étaient pas celles du mouvement ouvrier français. Relativement à l'organisation que dirige Marine Le Pen, le Rassemblement national, il y a eu des évolutions significatives sur un certain nombre de thèmes, et je pense en particulier à la question de l'antisémitisme. Relativement aux représentations, pour le dire en ces termes, arabophobes et islamophobes, il me semble qu'il y a des continuités très importantes et significatives avec le Rassemblement national antérieurement, notamment et relativement à l'Algérie, parce qu'au fond, ces courants d'extrême droite, et cela vaut bien sûr aussi pour Éric Zemmour, mais cela vaut hélas aussi aujourd'hui pour les partis républicains, et notamment pour les républicains en particulier en tant qu'organisation, l'ensemble de ces forces politiques, au fond, n'ont jamais véritablement accepté la victoire de la guerre de libération menée par le FLN en Algérie et qui s'achève, du moins pour la chronologie française, le 19 mars 1962, et que cette défaite politique française est perçue comme une terrible défaite à la fois politique et symbolique, qui, dans le contexte actuel, est constamment mobilisée ou réactivée pour accréditer la thèse selon laquelle les autorités algériennes, d'une part, entretiendraient la haine de leurs ressortissants à l'encontre de la France, entretiendraient la haine d'une partie de l'émigration algérienne en France contre les institutions de la République et contre le gouvernement, à quoi s'ajoute la dénonciation par les mêmes des exigences des autorités algériennes en matière de reconnaissance des crimes coloniaux commis par la France de 1830 au 19 mars 1962, c'est-à-dire pendant toute la période de la colonisation de l'Algérie. Oui, mais n'oublions pas que les dernières élections législatives ont vu arriver à l'Assemblée nationale un nombre très important, et faut-il le rappeler, sans précédent, d'élus du Rassemblement national, que le parti Les Républicains représente aujourd'hui, comparativement à ce que cette formation a été par le passé, un groupe parlementaire beaucoup moins important et une formation politique dont l'influence électorale est moins importante, certes, mais cette influence électorale moins importante est également liée, ou en tout cas se conjoint, et ce n'est pas un hasard, avec la reprise par ce parti de gouvernement de toute une série de thèses défendues antérieurement par les extrêmes droites, et cela vaut notamment pour les questions régaliennes, de sécurité, mais cela vaut bien sûr aussi pour les questions migratoires, et cela vaut également, évidemment, pour les rapports entre la France et l'Algérie, et évidemment aussi pour la dénonciation et la stigmatisation
des musulmans qui vivent en France, qu'ils soient français ou étrangers. Alors, un certain nombre d'enquêtes montrent qu'il faut nuancer ce qui est souvent présenté comme une proposition fondée. Je ne sais pas si la société française globalement est raciste et islamophobe. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a effectivement des formations politiques, des extrêmes droites et les républicains qui tiennent très régulièrement des propos anti-immigrés, des propos xénophobes, des propos arabophobes et islamophobes, ce qui contribue bien sûr à entretenir là aussi et là encore parmi certaines fractions et couches de l'électorat des sentiments racistes et islamophobes qui sont d'autant plus partagés et perçus comme légitimes que ce sont justement des élites politiques et dans certains cas des élites intellectuelles qui tiennent ce type de propos. Et que l'Algérie, dans le contexte actuel, est effectivement très régulièrement mobilisée comme ce pays qui, après la victoire de la guerre de libération nationale, constituerait encore aujourd'hui une menace pour les autorités françaises et alimenterait en France la haine d'un certain nombre d'immigrés à l'endroit de la République et des mêmes autorités françaises. Alors, il faut sans doute distinguer dans le champ partisan français et parmi, non pas la gauche politique, parce que l'expression est couramment employée, mais elle me paraît inadéquate pour décrire le champ partisan français, dans la mesure où il n'y a pas une gauche politique, mais où il y a des gauches partisanes. Certaines de ces gauches, je pense notamment au Parti socialiste, je pense notamment au Parti communiste, refusent d'utiliser la catégorie d'islamophobie. Ne sont pas particulièrement mobilisés sur ce type de sujet. La France insoumise a connu sur ce point-là en particulier une évolution plutôt positive dans la mesure où la France insoumise a effectivement participé à la marche contre l'islamophobie il y a de cela quelques années, mais rappelez aussi que le défenseur des droits comme institution, et je pense en particulier au dernier défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a rendu un rapport très important qui s'appelle Discrimination et origine, dans lequel Jacques Toubon, s'appuyant sur un certain nombre d'enquêtes, pointe le fait qu'effectivement, celles et ceux qui, en France, sont identifiés comme musulmans, et particulièrement les femmes, sont victimes de façon significative et de façon très importante, sont victimes effectivement de discriminations qui peuvent affecter la vie de ces hommes et de ces femmes à l'école, à l'université, pour la recherche d'un emploi, à l'intérieur des entreprises et parfois même, bien sûr aussi, à l'intérieur d'institutions publiques. Alors, j'ai pas vu la vidéo, donc ça m'est difficile de me prononcer sur la vidéo. Si ce n'est pour dire qu'effectivement, le voile est devenu est pensé par ces extrêmes droites et les républicains aujourd'hui et par une partie de la gauche et de la gauche socialiste comme le symbole de ce qu'il est convenu d'appeler ou de ce qu'ils appellent eux l'islamisation de la France est pensé comme un danger pour les valeurs de la République, pour l'égalité hommes-femmes et comme un danger pour l'émancipation des femmes, d'où en effet des prises de position de plus en plus dures à l'endroit du voile et par ailleurs, faut-il le rappeler, des exigences et des revendications tendant à faire en sorte que le port du voile dans l'espace public soit interdit, pareillement dans les universités. Alors faut-il le rappeler que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État organise certes la neutralité de l'État et de ses fonctionnaires, mais n'a jamais exigé des citoyens et des citoyennes français la neutralité politique, philosophique et religieuse dans l'espace public. Et cela vaut évidemment pour celles et ceux qui sont musulmans, qui doivent avoir le droit, parce que c'est un droit fondamental d'expression de ses opinions religieuses en l'occurrence, qui doivent avoir la possibilité, dans l'espace public,
d'avoir les signes religieux qu'il souhaite. Alors, les principaux propagateurs, me semble-t-il, de l'islamophobie élitaire sont d'abord et avant tout des responsables politiques des extrêmes droites et des républicains. Hélas, maintenant, en raison d'une involution très spectaculaire des médias, et notamment du contrôle de ces médias par Vincent Bolloré, il est très clair qu'une partie très importante et très influente des médias français contribue maintenant à la diffusion de propos, d'analyses, d'opinions racistes, arabophobes et islamophobes. Et algérophobes, évidemment, lorsque la question de l'Algérie est placée par certains et certaines au plus haut de l'agenda politique dans le cadre des relations particulièrement difficiles aujourd'hui entre l'État français et l'État algérien. C'est pas récent, un certain nombre d'analyses ont été faites il y a maintenant plusieurs années, une étude ou des études très précises sur les médias français à l'endroit de l'islam, sur un certain nombre de couvertures qui ont été celles, je pense en particulier à un hebdomadaire français bien connu qui s'appelle Le Point, ou d'autres comme Marianne. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, les médias dirigés par Vincent Bolloré ont une influence très importante et d'une certaine façon sans précédent par rapport à ce qui existait antérieurement, et que cela contribue évidemment à aggraver la situation. Alors, tout d'abord, préciser que Vincent Bolloré, et ça c'est également un élément, me semble-t-il, relativement nouveau par rapport à la situation antérieure, que des milliardaires aient possédé des empires de presse ou audiovisuels et radiophoniques importants, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que l'un de ces financiers et industriels, Vincent Bolloré en l'occurrence, assume de faire en sorte que les médias qu'il contrôle participent de ce qu'il faut appeler une sorte de croisade politico-religieuse, dans la mesure où Vincent Bolloré estime que la tâche, ou l'une des tâches qui est la sienne, notamment sur ce front-là, est de défendre l'Occident chrétien en général et la France chrétienne en particulier. Et ça, c'est évidemment un élément nouveau, auquel s'ajoute maintenant l'arrivée sur le plan en partie médiatique et politique significative d'un autre milliardaire qui s'appelle Sterrin et qui a également lui aussi investi ce domaine-là, ce qui contribue, hélas, à aggraver encore une fois la situation relativement au développement d'opinions arabophobes, algérophobes et islamophobes. Soyons très clairs, relativement au groupe Bolloré, cela concerne une chaîne bien connue, CNews, cela concerne des radios, cela concerne des journaux, et hélas, cela concerne aussi maintenant des maisons d'édition, et en particulier une maison d'édition très prestigieuse par le passé, qui avait publié des auteurs très importants, les éditions Fayard, sur lesquels le groupe Bolloré a mis la main, et éditions Fayard, qui ont publié Philippe de Villiers, ont publié Jordan Bardella, et s'apprêtent à publier un ouvrage d'Éric Zemmour. Alors, il est clair que les gauches politiques, syndicales et associatives ne disposent évidemment pas, pour des raisons relativement évidentes, de soutien financier, médiatique aussi important.
Il n'empêche qu'il me semble qu'au regard de la gravité de la situation, les gauches politiques, associatives et syndicales seraient bien inspirées de considérer que la question de l'islamophobie n'est pas une question qui doit être traitée de façon marginale et de temps en temps, mais que cette question doit être également placée au plus haut de leur propre agenda politique. Cela signifie que ces gauches politiques, associatives et syndicales devraient, à chaque fois que des actes islamophobes sont commis, à chaque fois que des déclarations islamophobes sont faites, devraient réagir pour les dénoncer et déconstruire ces opinions et ces déclarations racistes et islamophobes. Je ne suis ni musulman, ni maghrébin, et ce qui m'a incité à consacrer 4 ans de travail pour la rédaction effectivement de cet ouvrage qui s'appelle Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, c'est le constat de la montée effectivement de l'islamophobie en France, mais pas uniquement en France, et la conviction liée à des travaux antérieurs que pour comprendre les origines savantes, élitaires, politiques, les continuités mais aussi les discontinuités de cette islamophobie, il fallait en revenir notamment au texte de Ernest Renan et qu'il fallait en revenir notamment à la construction de l'Empire sous la Troisième République.